Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 12e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment tout simplement. Du lourd au programme, donc je vous donne rendez-vous après l'intro. Alors comme d'habitude, je vous expose tout d'abord le plan tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil. On va donc dans un premier temps commencer par le premier tome de Basilisk The Oka Ninja Scrolls, on poursuivra avec le tome 4 de Made in Abyss, puis on finira par une bonne grosse dose de Kingdom avec mon avis sur les tomes 7 à 10. Sur ce, commençons. Basilisk The Oka Ninja Scrolls a démarré en 2017 et est actuellement toujours prépublié dans le Weekly Young Magazine avec 5 tomes parus aux éditions Kodansha au Japon, tandis que le premier tome est tout récemment paru aux éditions Kurokawa chez nous. Il s'agit d'un seinen dans le genre historique, mais c'est surtout la suite directe du manga Basilisk. Je lui avais d'ailleurs déjà réservé une belle vidéo que tu retrouveras dans la description, je t'invite à aller la voir. J'en profite pour t'informer que les 5 premiers tomes de la série d'origine ont été réédités par Kurokawa à cette occasion, les 3 premiers volumes sont déjà de nouveau disponibles. Une adaptation animée de 24 épisodes réalisée par le studio Seven Arcs Pictures a également vu le jour en 2018, les épisodes sont d'ailleurs disponibles sur le site Crunchyroll. Bref, voici un petit synopsis. Il s'est écoulé une petite décennie depuis la fin des combats opposant les clans ninja, Koga et Iga. La paix est enfin revenue depuis ces terribles affrontements, les ninjas sont devenus, pour dire quasiment inutiles, la plupart se retirant discrètement. Mais c'est alors que des guerriers inconnus répondant au nom de Messi de Jojin font leur apparition et agissent au nom du gouvernement du shogunat Tokugawa. Un nouveau complot se trame et 2 enfants, Hashiro Koga et Hibiki Iga, seront les témoins d'une nouvelle bataille. Bon, ça fait un petit moment que je devais vous en parler, c'est-à-dire depuis la sortie de l'anime, mais ce dernier ne m'a pas très emballé malgré le fait que la série d'origine fut un véritable coup de cœur. Pour vous dire, je n'ai même pas fini la saison, donc j'avais hâte de tester le manga pour voir si le feeling allait mieux passer, et c'est bel et bien le cas. Bon déjà, généralement faire une suite à une série X années plus tard, c'est rarement une bonne idée, surtout quand tu fais une nouvelle génération. En tout cas pour ma part, je suis quasiment systématiquement déçu, donc si en plus il est question de faire une suite à Basilisk, vu sa fin, je ne veux pas vous spoiler mais c'est très délicat de faire une suite à ce genre de série. Bon, je vous cache pas qu'avec Oka Ninja Scrolls, on tape quand même dans la facilité scénaristique avec une nouvelle génération qui sert juste de prétexte pour continuer l'histoire. Alors est-ce que ça raconte quelque chose ? Pour le moment c'est difficile de se prononcer là-dessus, il y a du potentiel malgré tout, ça c'est sûr, c'est clair et net, j'en doute pas. Les auteurs ont très bien compris qu'on avait fait le tour des clans Iga et Koga, du coup ils ont choisi de mettre en scène un nouvel électron, à savoir les Messi de Jojin, qui menacent les 2 clans. Si dans les grandes lignes, et de ce que j'ai vu de l'anime en tout cas, ça suit le manga mais de façon différente, j'ai trouvé le manga et donc ce premier tome beaucoup, mais alors beaucoup plus immersif. Surtout d'un point de vue graphique, je suis littéralement fan du style de Tatsuya Shiera, qui nous propose un ton plus dur, une ambiance plus pesante, plus sérieuse et plus incisive. Le manga s'inscrit à mon sens bien plus dans la lignée de ce que j'ai aimé dans la série d'origine Basilisk, que le récent anime en tout cas. Que ce soit de par les dessins somptueux, les chara-design vraiment stylés, non mais regardez-moi ça, les personnages inspirent la classe, à l'instar des Genosuke Koga et autres membres des 2 clans qui en imposaient énormément dans la série d'origine. Le manga est aussi beaucoup plus violent, j'ai comme l'impression que les protagonistes peuvent y passer à tout moment, qu'aucune survie n'est assurée, bref tout ce qui m'avait plu dans Basilisk quoi. Bon, après ça semble partir sur un pitch de destinée, peut-on changer sa destinée, peut-on échapper à sa condition ? Cette série a quand même le potentiel et les moyens de nous raconter quelque chose de beau, quelque chose de grand à travers les aventures de Hashiro Koga et Hibiki Iga, qui vont tout faire pour changer leur destin qui s'annonce des plus sombres. Au passage, pour ceux qui se poseraient la question, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le manga original, même si je le recommande fortement. Pour le moment en tout cas, la suite semble parfaitement dissociable. Après, est-ce qu'elle atteindra le niveau de la série d'origine ? Ça je ne sais pas parce que Basilisk, ça envoie du pâté quand même. Je pense qu'il va falloir monter quelques crans plus haut encore. Mais bon, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce premier tome, donc c'est validé pour moi, et je vous le recommande bien entendu. Passons maintenant à mon avis sur le tome 4 de Made in Abyss. J'avais vraiment hâte de vous en parler puisque l'on a enfin dépassé l'anime, ce qui m'a permis de prendre un plus gros kiff et plus de plaisir à savourer mon tome, donc faites gaffe au spoil aussi. Si le tome 3 nous laissait sur un Legu incinérant Mitty, voilà, c'était terrible et c'était le seul moyen d'abréger ses souffrances, mais aussi celles de Nanashi, puisque ce dernier peut enfin se permettre d'aller de l'avant désormais, et de rejoindre les aventures de nos 2 petits caverniers vers les plus obscurs tréfonds de l'abysse. Désormais accompagnés de Nanashi, Riko et Legu reprennent leur route vers les tréfonds, et pour parvenir au 6ème niveau, ils doivent obligatoirement passer par l'avant-poste de la ligne de front, c'est-à-dire la base de Bondold.
Alors quand on sait que Ozen avait mis nos héros en garde contre ce sifflet blanc, et leur compagnon à fourrure qui a déjà fait la terrible expérience de sa cruauté, avec Mitty, tout ça, tu connais les bails, c'était terrible. Mais à leur arrivée, lorsque le seigneur de l'aurore les accueille à bras ouverts, l'inquiétude de Nanashi augmente d'un cran et on le comprend. D'ailleurs, on se pose aussi des questions. D'autant plus quand on prend en compte le fait que Riko ne soit pas encore totalement remise à 100% de ses blessures, elle est encore convalescente, ce qui renforce encore une fois toujours plus la notion de danger de l'abysse. Le moindre faux pas peut être plus que jamais fatal pour nos petits héros, que ce soit l'hostilité de la nature et de l'environnement, entre un champ de fleurs qui a été récemment interdit car il recèle une espèce d'insecte particulièrement dangereuse. Akihito Tsukushi ne se gêne d'ailleurs pas pour nous illustrer toute la violence et le côté cru de son univers, encore une fois, il envoie le steak. On apprend également quelques informations intéressantes, comme le fait que les sifflets blancs ne peuvent être utilisés que par leur propriétaire, ou que les reliques ont un nombre limité d'utilisation, y compris donc l'incinérateur de l'égout qu'il va désormais devoir utiliser avec plus d'intelligence, mais ils doivent également se montrer prudents face aux nouvelles personnes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Sont-ils dignes de confiance? Rien n'en est sûr, et ils ne pourront pas toujours tomber sur des personnes en or comme Nanashi, ça c'est sûr. J'ai également toujours autant apprécié la relation entre les personnages dans ce tome. Chaque épreuve les rapproche, chaque pas renforce leurs liens, et c'était bien agréable de voir un Nanashi souriant, avec l'espoir et l'ambition de repartir de l'avant, car plus on s'enfonce dans les profondeurs de l'abysse, plus on est conscient que ça renforce aussi toute notion de danger, la pression se fait de plus en plus pesante et nous promet une suite toujours plus divertissante, ce qui fait à mon sens d'ailleurs l'une des grandes forces de ce manga, qui semble pouvoir rebondir de l'avant constamment, vers de nouveaux horizons, en tout cas c'est vraiment le sentiment que j'ai, ça c'est vraiment cool. Mais s'il y a bien un facteur en particulier qui nous rappelle cette notion de danger, c'est bel et bien la personne de Bundold, le seigneur de l'aurore qui dégage une aura terrible. Je suis vraiment content que l'on se soit concentré en partie sur lui dans ce volume, car comme je vous en avais fait part la dernière fois, il s'agit d'un personnage qui m'intrigue énormément, et on sent clairement que ça devient de plus en plus l'antagoniste attitré de la série, que ce soit à travers les mises en garde d'Ozen puis la découverte du passé horrible de Nanashi et de Mitty dans les précédents volumes. On a bien compris qu'il s'agit d'un cinglé, prêt à toutes les expérimentations, le mec il est complètement malade. Et justement voilà, pour poursuivre leur descente vers le 6ème niveau, notre belle bande de protagonistes sont forcés de s'engager par l'avant-poste dans la base de Bundold. Le mec il est aussi mystérieux qu'impitoyable. Et le truc qui m'a semblé étrange, c'est que c'est sa véritable première apparition dans ce tome. Je m'attendais vraiment qu'il soit vraiment dur direct avec nos héros quoi. Et en fait non, là il est accompagné de sa jeune fille nommée Prushka, qui semble adorer son père, qu'elle considère limite même comme un héros, hein, c'est ça encore qui paraît étrange. Donc voilà, l'intrigue a encore une fois de belles cartes à jouer à ce niveau-là, puisque j'imagine que la relation de ces deux personnages va nécessairement évoluer, quand la petite va prendre réellement conscience que son père c'est un cinglé, c'est un taré. Je pense que ça va être intéressant à suivre tout ça. Mais ce qui m'a le plus étonné dans ce tome, c'est le côté chaleureux de Bundold, qui semble être un personnage doté d'une malice mais surtout d'une intelligence hors norme. Il semble aussi avoir une emprise sur tout ce qu'il désire, comme s'il contrôlait les abysses, c'est en tout cas l'impression qu'il me dégage. On en vient même à se demander s'il est vraiment humain, ou s'il ne lui reste ne serait-ce qu'une once d'humanité en lui. Il en devient vite difficile de deviner ce qu'il a derrière la tête. C'est personnellement déjà mon personnage préféré de la série tant je le trouve intéressant et fascinant au vu du piment qu'il ajoute au scénario. Bref, j'ai comme toujours hâte de découvrir la suite tant de nombreux mystères subsistent, plus on avance et plus le périple de nos petits aventuriers semble impossible. Et enfin pour conclure cette vidéo en beauté, passons à Du Kingdom. Je vous rappelle que je parlerai uniquement des événements se déroulant entre les tomes 7 et 10, et forcément je vais en parler librement également, donc possible spoiler à venir, faites attention. Plus on avance, et plus les points forts du manga que j'avais mis en avant dans ma vidéo 10 raisons de lire Kingdom, voilà le lien en description, vous le savez, sont de plus en plus retranscrits. Alors premièrement, j'aimerais aborder le final de la première grosse bataille de Shin, à savoir le combat opposant l'état de Qin à celui de Wei. Bon, même s'il est vrai que notre héros a su briller pendant celle-ci, ce qui lui a permis de se distinguer toujours plus avec même un premier petit level up à la clé, cet arc a plus servi à nous montrer la grandeur des généraux à mes yeux. En l'occurrence ici, le grand général Uki, qui nous fait une démonstration de charisme, rien qu'en nous faisant part de sa présence sur le champ de bataille malgré sa supposée neutralité. Je trouve toujours sa première rencontre avec Shin très marquante puisqu'elle nous permet, mais aussi à Shin, de réaliser l'écart colossal qui le sépare de son rêve. On en apprend également plus sur les généraux et leur statut, des êtres si majestueux à tel point que l'issue d'une bataille peut reposer sur leur choix, leur façon d'appréhender l'ennemi et tout simplement sur leurs épaules. Alors d'un côté on a les généraux de type instinctif comme Jukyu que je préfère,
optant davantage pour les choix imprévisibles, menant à se montrer plus incisif, plus dans l'action. Et d'un autre côté, on a les généraux stratégiques comme Gokei qui privilégient la réflexion avant tout, et sont donc plus à même à prendre du recul afin de mieux analyser les différentes situations et solutions pour mieux contrer l'ennemi. Ajoutez à cela que l'histoire prend de plus en plus d'ampleur, toujours avec un rythme très intense, on n'a vraiment pas le temps de cligner des yeux, c'est ouf. J'ai également très apprécié le flashback de Sei, et il en a vraiment chié pour en arriver là, et ça se sent. Son passé est assez terrible, c'est qu'il donne plus d'épaisseur au perso, et on comprend mieux d'où lui vient cette assurance qui fait en grande partie sa force. Des tomes bien accentués sur les propos politiques également, des complots, des trahisons, des tentatives d'assassinat qui nous amènent en plus une bonne dose d'action et de rebondissement, et on n'est pas au bout de nos surprises avec la faction de Ryo qui se montre assez intrigante et dangereuse pour l'état de Kin, ou du moins la faction de Sei. Action que l'on doit notamment à Kyukai aussi, qui se montre de plus en plus charismatique. Je trouve sa façon de se battre tellement stylée, c'est incroyable, et on y reviendra sur elle un peu plus tard. C'est tellement agréable de pouvoir lire et suivre Kingdom avec un abonnement nous proposant 4 tomes d'un coup. J'ai encore lu le tout d'une traite tellement ce manga est prenant, et si le rythme est déjà intense de base, le fait d'avoir accès à 4 tomes d'un coup accentue encore plus ce sentiment. Il y a littéralement aucun temps mort, on va toujours plus loin dans l'épicness, tout en prenant le temps de nous présenter les différents personnages, et c'est important. On en apprend plus sur chacun d'entre eux, et je fais bien sûr référence aux protagonistes principaux qui sont déjà bien développés en l'espace de 10 tomes. Pourtant, on sait qu'on parle là d'un manga qui s'étale à l'heure actuelle sur plus de 50 tomes au Japon, c'est encore une preuve de l'efficacité et de l'intensité présente dans ce manga. J'ai littéralement redévoré le flashback de Kyukai, très touchant, très poignant, à tel point que je me suis dit, et je vous le dis là maintenant, j'en profite, ce sera le premier perso du manga que j'aborderai dans un épisode de la série Ota Perso. Là, c'est clair et net. Et c'est pas comme si je vous avais prévenu que les femmes étaient à l'honneur dans Kingdom, si Yontanwa avait déjà été mise en lumière précédemment, là on a eu droit à du Kyukai, toujours plus attachante et qui en impose. Mais c'est pas la seule, parce que le personnage de Karyoten commence aussi à se montrer intéressant, elle veut devenir stratège pour se montrer utile, et justement il ne faut pas oublier que Kingdom ce n'est pas seulement des guerres de bourrin avec, remplis d'action, c'est aussi de la politique et des stratégies qui sont deux facteurs tout aussi importants que la puissance militaire et la force pure. Donc voilà, Kingdom c'est du lourd, j'ai tellement kiffé, je kiffe toujours, je peux relire ce manga 5-6 fois, c'est toujours le même kiff, c'est impressionnant, et croyez-moi, pour ceux qui attendent la suite elle est encore plus dingue. Vraiment, vous êtes pas prêts, mais là, je sais qu'on dit souvent ça pour parler d'un manga qui hype, ou voilà, les mangas du moment, etc., qui sont cool, mais là, c'est clairement d'un tout autre niveau, je vous préviens. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos avis, comme toujours, ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires, à savoir Basilisk, Made in Abyss et Kingdom. Au passage, vous pouvez aussi me partager vos lectures du moment, pourquoi pas, et m'en conseiller d'ailleurs, ça me donnera peut-être envie de parler de certains titres, donc n'hésitez pas. Bref, sinon je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, principalement Twitter, Instagram et Discord où je suis le plus actif, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip, les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se reverra.